des opéras pour nous. Je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs de PKL Radio branchés en Haïti et à travers le monde. Et aussi ceux-là qui nous écoutent sur YouTube. Pas oublier que PKL Radio signifie promotion culture la caille. Donc, son objectif, c'est de faire la promotion de notre culture, de la richesse de notre culture. Nous sommes une radio un peu différente des autres radios. Bon, il faut un peu de tout pour faire un monde, surtout un monde équilibré. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte vous-même des spécificités de cette station. Mais d'entrée de jeu, je peux vous dire d'abord qu'elle fonctionne en 3 langues, français, anglais et créole. Deuxièmement, que ces micros sont ouverts à tous ceux qui veulent exprimer leurs idées dans les domaines suivants: littérature, musique, peinture, sculpture, danse, artisanat en général, et dans tout ce qui a trait à des réalisations positives d'Haïtiens en Haïti ou à travers le monde. Nous parlerons aussi beaucoup de notre histoire. Oui, on a parlé en pile de l'histoire. D'ailleurs, il y a un adage qui veut que si le passé n'éclaire pas le futur, le présent marche dans les ténèbres. En d'autres termes, si nous ne pas côté de sorti, nous ne pas côté de braler. Nous insisterons sur des choses beaucoup plus positives que négatives, mais les choses négatives ne seront mentionnées que pour voir, dans la mesure du possible, comment les changer. En d'autres termes, le rôle de PKL Radio est d'inciter les Haïtiens à changer de paradigme. Il faut que nous, Haïti, on l'autre gens. Parce que toute déblosaille, nous, ou bien nous tendons qu'à passer dans le pays, c'est pas ça qui est Haïti. Parce que Haïti, bon haïtien, il est là, il est en sommeil, et un jour, il va se réveiller. Le sujet qui sera présenté aujourd'hui est en quelque sorte une réponse à une question posée par un jeune haïtien qui a immigré en Floride avec ses parents il y a environ 3 ans. Il vit en Amérique du Nord et il essaie de comprendre le contexte de la vente de la Louisiane aux États-Unis. Alors moi j'en ai profité pour parler des impacts de la révolution domingoise sur Haïti, les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, l'Amérique continentale en général. Alors je dis la révolution domingoise. Il y a des gens qui pensent que le terme révolution haïtienne n'est pas correct, étant donné que les faits historiques ont eu lieu avant même la naissance d'Haïti. Ou en d'autres termes, ce sont ces faits historiques qui ont généré, qui ont donné naissance au pays. Donc, au lieu de parler de la révolution haïtienne, il vaudrait mieux parler de la révolution domingoise. Alors, j'en ai profité pour parler des impacts de la révolution domingoise sur Haïti, sur les autres îles de la Caraïbe et l'Amérique continentale, ça veut dire l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Il faut enfin ajouter que nous visons tout un éventail d'auditeurs qui englobe beaucoup de jeunes de niveau secondaire, universitaire aussi, mais nous exhortons les plus expérimentés, les plus âgés, qui nous font l'honneur de nous écouter ou bien de regarder nos vidéos sur YouTube éventuellement,
nous les exhortons, de même que les jeunes ci-dessus mentionnés, à nous faire parvenir leurs critiques, leurs suggestions, leurs commentaires, pour compléter tout ce qui n'aura pas été dit et éventuellement présenter eux-mêmes leur point de vue. Donc, nous demander tout le monde, de tous âges, de toute catégorie, de toute profession, que ils présenter eux-mêmes des suggestions, des conseils à l'équipe PKL Radio 1, de façon pour nous rendre un peu plus animés et aussi pour nous voir comment nous améliorer l'émission de la radio. Ils peuvent nous envoyer des audios ou des vidéos via WhatsApp ou Telegram au 31 47 12 95. Notre projet est un projet en évolution et sous peu, nous serons en mesure d'émettre des images en cinétique. Bientôt, nous serons capables de présenter des vidéos, n'est-ce pas, sur YouTube, là, et aussi des présentations avec plusieurs intervenants via Zoom, Skype, etc. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien impact ou bien effet ou bien conséquence de la révolution haïtienne sur les îles de la Caraïbe et sur l'Amérique en général. Je dois avouer que je suis ni un historien ni un chercheur en histoire. Je n'ai fait que compiler et reproduire tout ce qui a été dit, écrit sur notre histoire, et cette présentation devrait donc servir de point de départ d'une certaine animation autour de la question. Donc, moi, pas un historien, mais pas un professeur d'histoire. Par conséquent, tout ça me dit là, c'est des bagages qui dit déjà, mais que moi compilé de façon à ce que moi présenter l'émission ça. Et c'est du moins ce que j'appelle de tous mes voeux, qu'il y ait une certaine animation à PKL Radio autour de ce sujet. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons en quelques mots essayer, pour planter le décor, de voir le contexte de l'époque. Comment Haïti était dans la période de la guerre de l'indépendance. Rappelons d'abord qu'en ce temps-là, les mots qui étaient à la mode étaient colonisation et infériorité des Noirs. Comme si c'était tout à fait normal que un pays était colonisé ou l'autre. Et en même temps, il était considéré nègre comme un être inférieur par rapport à blanc. Mais cette notion, bien ces notions de colonisation, d'esclavage, n'étaient pas nouvelles, n'est-ce pas? C'était pas la période qui a vu naître le phénomène d'esclavage. C'était une chose considérée comme normale et qui a toujours existé depuis des siècles. On se souvient de l'Égypte, de la Chine, et ceux-là qui ont analysé des textes latins et grecs peuvent en dire long sur les exploits d'un certain Spartacus, ce gladiateur qui avait pendant longtemps défié les armées romaines. C'est vraiment malheureux que n'ait pas fait latin avec grec encore dans l'école. Et nous avons remarqué, si nous avons fait que l'esclavage existait depuis longtemps et il a fait mention d'un certain Spartacus qui avait pendant longtemps combattu contre l'esclavage à Rome.
plusieurs pays d'Europe, à partir de la soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, avaient assauté et conquis des territoires du nouveau continent. Alors, moi dit soi-disant découverte du nouveau monde, c'est parce que on a tendance à dire que c'est Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Bon, on ne peut pas comprendre comment on a fait découvrir une région qui était déjà habitée par des hommes. Et ils même prétendent que des dizaines d'années, peut-être des centaines d'années avant, il y avait d'autres navigateurs qui avaient mis les pieds sur les terres d'Amérique. Donc, ces colonisateurs ont perpétré un génocide, puisque en quelques années seulement, ils ont décimé les indigènes qui peuplaient cette partie du monde. Il n'y a pas de point longtemps. En moins de 50 ans, la population indienne qui était, par exemple, en Haïti, a presque disparu. Au point que, à partir du XVIe siècle, n'est-ce pas, au début des années 1500, on a fait venir des Noirs d'Afrique. Il y avait ce commerce que l'on dit triangulaire qui a été mis en place, avec des marchands venus d'Europe qui achetaient des nègres d'Afrique pour les vendre en Amérique. Et commerce qui s'est poursuivi en fait jusque vers le 19e siècle. Donc c'est ça qui a été relé en commerce triangulaire. Hein? Il y a gagné des blancs européens qui viennent en Afrique acheter des noirs qu'il y a le vendre en Amérique. Donc 3 points, 3 angles. Donc c'est ça qui fait le commerce triangulaire. Europe, Afrique et puis Amérique. Mais les esclaves n'ont jamais accepté leurs conditions. Ils n'ont jamais accepté les traitements auxquels ils étaient soumis. C'est le cas de Spartacus, comme nous l'avons mentionné plus haut. Et à Saint-Domingue, le cas le plus notoire, connu, c'est celui de ce bonhomme là qu'on appelait Padre Jean, qui, vers les années 1670, a enclenché un mouvement de révolte contre les Français qui commençaient déjà à s'installer dans la région nord-ouest du pays, du côté de Mont-Saint-Nicolas, et de la Tortue, etc. Cependant, Padre Jean et ses hommes furent vite maîtrisés et tués. Près d'une centaine d'années après Padre Jean, un certain François Macandal, vers les années 1740, a débuté une autre révolte à la tête d'une vingtaine d'esclaves, et pendant 18 ans, ils ont empoisonné et assassiné plusieurs propriétaires d'esclaves. Environ 50 ans plus tard, Dutty Boukman, un prêtre vaudou venant de la Jamaïque, a méticuleusement planifié et organisé un congrès au Bois Caïman. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas Bois Caïman, c'était Bois Caïmam, parce que d'après eux, dans la recherche qu'ils ont fait, Bois Caïman n'a pas existé. Mais il y a d'autres auteurs qui disent que dans la zone, il y a un mar d'eau qui a plusieurs caïmans là-dedans. C'est peut-être ça que vous avez le Bois Caïman. Bon, en tout cas, c'est quand même discutable. Il y a peut-être l'autre recherche qui t'a dû faite. Qui fait donc, nous avons gagné Padre Jean, qui depuis 1600 a commencé en révolte, et puis il a écrasé rapidement. Qu'on y a là, c'est François Macandal en 1740, pendant 18 ans qui t'a pas eu problème. Et plus tard, nous venons gagner Dutty Boukman qui vient prendre la relève
et qui organisait une grosse cérémonie, un gros congrès, nous avons dit, dans une zone que les Bois-Caïma. Au cours de ce congrès, de cette cérémonie qui a eu lieu le 14 août 1791, congrès au cours duquel un cochon noir a été égorgé par une femme du nom de Cécile Fatima, et le sang de ce cochon distribué à tous les participants, eh bien c'est dans cette cérémonie ça que Esclavio devient galvanisé après congrès ça, et puis alors faut me dire nous tout que son bagage qui était un petit genre pas facile pour te organiser. De nos jours, quand on prend un téléphone, ou les plusieurs côtés, ou parler avec plusieurs mondes pour nous rencontrer dans un endroit déterminé. Mais à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture, et les communications se faisaient de façon lente. Donc, planifier un congrès d'esclaves à l'insu des colons, c'est pas un bagage qui était du tout facile. Mais malgré ça, Boukman a su galvaniser les gens à travers ce congrès qui a eu lieu dans la nuit du 14 août 1791. Alors, cette rencontre a été un point de départ. C'est ce qui a provoqué le déclic. Parce que nous venons voir que environ une semaine après, dans la nuit 21 pour 22 août de même mois, même année, donc 11 semaines après, bataille là censée déclencher parce que plusieurs centaines, plusieurs milliers de Noirs ont mis le feu dans plusieurs centaines de plantations et l'histoire raconte, certains auteurs, certains historiens racontent que les flammes étaient si violentes, les flammes montaient tellement haut dans le ciel que des mondes qui, dans l'île de la Tortue ou bien dans la portion orientale de Cuba, étaient capables, ouais, flammes ça avec la fumée ça. Boukman a lui aussi été évincé au bout de quelques années de lutte. Mais Toussaint Louverture a pris la relève et un peu plus tard, Jean-Jacques Dessalines. Et le 18 novembre 1803, soit 12 ans après le début de la lutte qui a commencé en 1791, le 18 novembre 1803, ils ont finalement foutu une sacrée raclée à l'armée française menée par le cruel Rochambeau. N'a regardé bien pour nous que l'histoire t'a rapporté des révoltes d'esclaves de tout temps, parce que même l'esclavage était considéré comme normal. D'ailleurs, depuis Aristote lui-même avait considéré l'esclavage comme étant un fait normal. OK? Mais toute révolte d'esclaves qui était gagnée, qui était faite du temps des Romains, en Chine, en Égypte, qui étaient esclaves tout, en Afrique du Nord, eh bien, ces seules révoltes esclaves haïtiens qui étaient abouties à l'indépendance après des luttes s'acharnées au cours desquelles des armées indigènes, on appelle des va-nu-pieds, des êtres que l'on considérait comme étant inférieurs, ont battu à plate couture l'armée qui était considérée comme l'armée la plus puissante du monde de l'époque, l'armée napoléonienne, l'armée française. Maintenant, après la bataille de Vertières qui a eu lieu le 18 novembre 1803, comme vous le savez, Dessalines et
les généraux qui ont signé l'acte de l'indépendance ont décidé d'aller proclamer l'indépendance au Gonaïves. Mais en route, sortant du Cap pour aller vers les Gonaïves, ils se sont arrêtés à Fort-Dauphin, que par la suite, ils viendraient eux-mêmes Fort Liberté. Et c'est là que le 29 novembre, cela veut dire 11 jours après la bataille de Vertières, après la victoire à Vertières, Dessalines et ses hommes ont proclamé une première indépendance à la nation haïtienne. Donc, ils ont fait une première proclamation nationale du côté de Fort-Dauphin, appelé maintenant, depuis lors, appelé Fort-Liberté. Et c'est quelques semaines après, ils ont continué la route vers les Gonaïves, et le 1er janvier, 1804, ils ont proclamé l'indépendance à la face du monde. Et alors, n'a songé que, après Macandal, tu es venu tout sans l'ouverture, qui est venu prendre la relève, et puis tu es venu arrêter monsieur. Monsieur était venu mettre tête les gouverneurs. Mais on dit que Toussaint, enfin, c'est pas qu'on dit, hein, Toussaint, c'est pas un monde qui était vraiment voulait l'indépendance totale de la France, il était une sorte de autonomie de l'île, mais que citoyens ont prêté français. Ok? Et puis, pas oublier, parole célèbre que il était prononcé, le clerc t'a posé la patte sous lui pour te voyer en France. Monsieur te dit, qu'en me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par des racines, car elles sont profondes et nombreuses. Ok? Donc ça, c'est une parole célèbre que les ancêtres nous ont prononcée. Mais le 1er janvier 1804, il y a une autre parole célèbre pour nous songer que Boismont-Tonnerre t'ai dit avant même que t'ai écrit acte de l'indépendance là, le texte de l'acte de l'indépendance. Monsieur t'a dit, pour rédiger l'acte de notre indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, ça veut dire comme papier, son crâne pour écritoire, parce que à cette époque-là, c'est avec plumes, oiseaux, plumes poule, plumes coden, ils étaient conservés pour écrire sous papier. Donc, ils étaient trempé plumes ça dans l'encre qui était lui-même dans petite bouteille que était encriée. Alors, monsieur te dit que, alors c'est même petit bagage que était écritoire. Okay? Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Donc, nous voyons que les ancêtres nous ont des couilles. Ok? Ils ont des couilles. Donc, nous allons rendre hommage à ces ancêtres-là qui nous ont légué une patrie que nous appelons, enfin, qu'ils ont appelée Haïti. Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Moussaïo mettez vie en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et l'homme même attend, non, yon ne pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe king dans toute cause mêlée. Ça yo qui remette l'honneur campé. Veni yo, veni yo, veni yo. Oh, veni yo, veni yo. Veni yo, veni yo, veni yo, veni yo. Veni yo.
rappeler aussi que dans la même période où les luttes pour l'indépendance d'Haïti ont éclaté, il y avait aussi des tentatives de révolte du côté de la Guadeloupe et de la Martinique avec une femme qu'on appelait Solitude. Ensuite, il y avait Louis Delgrès et finalement, il y avait François Ignace. Eh bien, toutes ces tentatives ont été écrasées. OK? Pas gagnant là-dedans qui a réussi, et c'est seuls nègres haïtiens que blancs étaient considérés comme inférieurs qui battent l'armée la plus puissante du monde. Est-ce que cela vous dit quelque chose? OK. Donc, indépendance déclarée. Quels sont les effets de la révolution domingoise sur Haïti, l'Amérique latine, les Caraïbes? En Haïti d'abord. C'était la première et unique fois, c'était seule fois dans toute l'histoire que des esclaves se sont révoltés, ont rompu leurs chaînes, ont battu l'armée la plus puissante du monde de cette époque-là. OK? Et à partir de là, ils ont créé une nouvelle république, une république de nègres. M'a répété que c'est seule fois ça a arrivé dans l'histoire. Jusqu'au Temchita parle avec nous là, jodi, pour que jamais gagne ça encore. Que des esclaves révoltés pour battre une armée puissante et puis pour déclarer tête yo pays indépendant. Okay? Donc, cela a provoqué un violent séisme suivi d'un tsunami qui a ébranlé les fondements économiques du monde. Ça a créé un goudou-goudou dans le monde entier. Le monde entier souké le yotan de Haïti déclaré bagay sa yo. Donc, je vous laisse deviner combien ils doivent nous aimer, ces Blancs. OK? Alors, quelles sont les conséquences haïtiennes? Elles sont d'ordre social, économique et politique. Gen un pile là-dedans que nous avons qualifié de positif, mais gagnent des conséquences tout qui négatives. Du point de vue social, nous sommes capables d'imaginer toute manifestation de joie immense, de satisfaction profonde de ces anciens esclaves, tout juste libérés après tant d'années de traitement surhumain. Tout 300 ans d'esclavage, côté blanc a maltraité nous, ils fait ça, ils voulaient, ils touillé nous, ils voulaient, ils mettaient du feu sur nous, ils voulaient, ils fait passer toute qualité misère parce que pour eux, nous étions une race inférieure. Donc, jour nous réussissons à prendre la liberté, ça, nous avons deviné, mes amis, pendant un jour avec semaine qui suivent, quantité beau, paille en main, coquet, que esclaves ont été fait. Il y eut aussi la réunification de quelques familles. Parce que songez bien que les esclaves, ils étaient censés éparpiller, parce qu'ils étaient vendus, frères à l'un côté, soeurs à l'un côté, maman à l'un côté, papa à l'un côté, etc. Donc ils étaient éparpillés. Et avec l'indépendance, il y a un pile là-dedans qui vient réunir, famille viennent réunifier. Ils viennent à vivre sans contrainte corporelle
ni contrainte mentale. Yo étaient libres, yo pas de chaîne dans pied yo fait ça yo voulait, hein? Et yo étaient occupés ce qui restait de l'habitant de leurs anciens maîtres. Dans pile là qui était boulé pendant l'indépendance là, mais il y a un pile dans habitat ça yo qui était resté, donc esclaves ont profité à l'occuper tout espace ça. Ils se sentaient libres parce qu'ils pouvaient se déplacer à volonté. Ils étaient qu'à côté l'idée audio sans problème. Ils ont arboré le sentiment d'être égaux par rapport aux affranchis. D'ailleurs, déclaration d'indépendance la même te dit que les hommes sont censés égaux et depuis où c'est un monde qui vit en Haïti ou bien qui mette pied sous terre d'Haïti, automatiquement ils sont considérés comme libres. Ces Noirs se sont emparés des plantations, de ce qui restait comme plantation, parce que songez qu'ils ont mis en pile du feu là-dedans. La hiérarchie sociale, comme autre conséquence, avait été rompue, parce qu'il n'y avait plus de blancs au sommet de l'échelle. Ce n'est pas une question de blanc, grand blanc, petit blanc, ensuite affranchi blanc, affranchi mulâtre, me l'a dit, affranchi mulâtre, ensuite affranchi noir, et puis les nègres au bas de l'échelle, mais pas de bagaille comme ça encore. À la proclamation de l'indépendance, tout le monde était considéré sur le même pied d'égalité. Mais il y avait aussi des côtés négatifs, comme conséquence de cette révolution. Environ 100 000 morts du côté des indigènes, du côté des nègres, des esclaves. Il y avait 100 000 morts. Et cela a entraîné une réduction sévère de la population, parce que pas de gain plus que 500 000 personnes noirs qui vivent sous territoire à cette époque-là. Donc, on a perdu environ 100 000 d'un seul coup. Donc, il y avait une réduction drastique de la population. Plus tard, toujours comme effet négatif, des conflits ont éclaté entre les esclaves eux-mêmes et entre esclaves et affranchis pour les titres de propriété. D'ailleurs, c'était l'une des causes de la mort de Dessalines. Il était commencé à goumer entre eux, et le Dessalines était sorti pour te mettre un peu d'ordre. Il était arrivé jusqu'à tuer monsieur. C'était une cause, la mort, monsieur. Sur les 37 signataires, alors des 37 signataires de l'acte de l'indépendance, d'après un ouvrage de Eddie Cavey, près d'une trentaine sont morts de morts violentes. Ils tué l'autre, ou bien ils sont victimes quand même de mauvais traitements, de fusillades, etc., etc. Donc c'est malheureusement une conséquence négative de la révolution. Mais ce qui est pire, c'est que le grand congrès qui devrait permettre de définir et planifier la structure du nouvel État n'a jamais eu lieu et nous en payons encore aujourd'hui les conséquences. En fait, après bataille, le Dessalines et l'autre généraux fin signé acte de l'indépendance, proclamer l'indépendance là, nèg yo te doit chita entre eux avec affranchi yo de façon à ce que définit ça une conférence nationale pour définir ça l'État pays a supposé y est d'après ce que Dessalines lui-même a écrit dans la Constitution. Alors, si on regarde la Constitution de Dessalines, son bagage qui est extraordinaire. Moi, je vous exhorte à chercher la Constitution de Dessalines pour nous relire, pour nous voir si c'est un bagage d'actualité. Comme conséquence économique en Haïti, à part les pertes importantes de vie humaine, il y avait d'innombrables plantations qui avaient été détruites, entraînant ainsi un déficit économique. Et l'espace qu'on appelait la perle des Antilles dans le temps avait perdu de sa prospérité. Étant donné qu'en pile plantation était boulée, donc
production nationale là, était censée diminuer considérablement. Et pays ça, que la perle des Antilles, mon cher, il était perdu. Il était perdu toute valeur que l'était guerre. En plus de ça, le gouvernement américain a imposé au pays un embargo commercial et la France n'achetait plus de sa production. Elle s'était associée aux Américains et d'autres pays colonisateurs pour étouffer le nouvel État. États-Unis, depuis le ça, nous, qui cela fait pour nous, hein? Ils étaient esclaves, la Kaili. Donc, le nous-mêmes, petit nègre noué, dans le petit pays d'Haïti, nous déclarer indépendance, nous déclarer liberté. Ça n'a pas de fait au plaisir. Donc, premier, ça vous fait, vous mettez un embargo commercial sur Haïti, qui était appuyé par la France avec l'autre pays colonisateur. Donc, ça veut dire bien bonheur, vous avez mis pied sous cou pays d'Haïti. Et pour comble, en 1825, le gouvernement français a imposé une indemnité de 150 millions de francs, réduit plus tard à 90 millions, que le pays a pris plus de 100 ans à honorer. Nous passons plus que 100 ans à payer une dette. Donc, toute bagaille ça t'es empêché que le pays d'Haïti, nouvellement créé, t'es vraiment prend essor pour te développer correctement. Et c'est jusqu'à présent, bagaille ça qu'on a payé. Le pays ne s'est jamais relevé de cela. Pas de aucune raison pour te faire payer une indemnité, alors que c'est sous force poignette avec 100 nous que nous te prenons l'indépendance. Alors, il te fait payer indemnité pour nous te dédommager colons qui t'a vivre dans le pays d'Haïti, donc qui t'a perdu bien à la traque. Cependant, bagay ça que yo te infligé à pays, te vient gagner deux effets que tu as considérés comme positifs. Nous avons fait éclater nos génies pour ériger des monuments très précieux comme la citadelle, les palais, les forts, etc. Et du fait que nous ne pouvions importer des ustensiles à cause de l'embargo commercial, nous avions pris l'habitude de les fabriquer nous-mêmes, ce qui, selon l'artiste Ronald Meuse de Jacmel, a facilité l'éclosion d'artisanat à travers le pays. Et il a raison, parce que là, nous pas qu'à importer des produits que nous avons besoin, la chaudière pour nous manger, des outils, etc., pour nous travailler, nous sommes obligés nous-mêmes fabriquer. Donc c'est là qu'a pris naissance l'artisanat haïtien. Et pour Ronald Meuse, notre artisanat est une écriture de l'histoire dans ce sens-là. Enfin, cette longue période d'embargo et de pénurie a forgé notre résilience. Tout le monde a dit pas qu'à comprendre comment faire le peuple haïtien solide comme ça, quel que soit problème ni gagnant, il pas jamais fléchi, même là ouais, nel presque entré en bas de l'eau, il est toujours réveillé quand même et nous pas besoin de peur. C'est ça qui peut arriver, quel que soit ça nous est qu'à passer aujourd'hui là. Bon, malheureusement, nous n'avons toujours pas pris notre indépendance politique. Effet sur la Caraïbe. Du fait de l'absence de Saint-Domingue, le commerce triangulaire a été dévié. Donc, le français, ou bien allemand, ou bien l'autre blanc sont en Europe. Il y a en Afrique, il y a l'acheté esclaves. Il y a en Amérique, c'est vrai, mais il n'y a pas de cas en Haïti encore, parce que pas de gagnant esclave en Haïti.
OK? Donc, majorité esclaves que tu as transporté, c'est l'autre ancienne colonie, l'autre colonie, dans le pays, dans les Caraïbes, Jamaïque, Barbade, les Bahamas, etc. Guadeloupe, Martinique, c'est eux-mêmes qui étaient bénéficiés, c'est une carrière, ils bénéficiaient de présence force de travail, ça, que ont continué à porter dans l'Amérique. Les produits coloniaux qui venaient d'Haïti pour aller être vendus en Europe, eh bien, qu'on y a là, c'est l'autre Antilles qui est censé bénéficier. Parce que il y a un embargo sur Haïti. Nous ne pouvons pas vendre rien en Europe encore, plantation de pile là de détruit, qui fait c'est l'autre pays dans les Caraïbes blancs qui bénéficiait et qui t'a envoyé produits à le vendre en Europe. Et les colons de ces pays caribéens ont dû relâcher un peu de la pression sur leurs esclaves. Tout ça, c'est fait. Indépendance noire. Oui. Blancs qui dans l'autre pays caribéen, ils étaient obligés de lâcher souffrance que qu'on a fait esclaves subi, de peur que ces esclaves ne se révoltent à l'instar de ceux de Saint-Domingue devenus Haïti. Il y eut, toujours au niveau des pays de la Caraïbe, une fuite non négligeable de force de travail du fait de l'émigration vers Haïti. Parce que, étant donné que dans la déclaration d'indépendance, nous t'ai dit, Dessalines t'a dit, avec généraux, t'a dit que depuis on mettait pied sous terre d'Haïti au libre. Or, t'as l'autre pays, dans la Caraïbe, là, qui est esclavage toujours. Donc là, autant de ça, en pile là, de sauver, ils ont pris un petit bateau, ils ont sauvé, ils viennent en Haïti, qui fait pays, ça a été commencé perdu en pile dans force de travail. Et l'idée de liberté au niveau de ces pays caribéens commença à germer. Parce que ça a été fait en rythme tellement fulgurant que les propriétaires d'esclaves des autres îles de la Caraïbe, ils étaient sentis menacés et ils étaient obligés de dépenser un pile d'argent pour sécurité, avec sécurité de plantation. Donc, à cause de cela, prix produits que ils ont fabriqué, ils ont fait, ils étaient obligés d'augmenter le prix parce que ils ont gagné plus de dépenses pour des produits. Donc, tout ça a facilité l'économie de l'autre pays dans les Caraïbes à cause du fait que le prix produit a augmenté. Les propriétaires ont dû renforcer leur propriété, la sécurité, comme je viens de le dire, au niveau de leur propriété et aussi au niveau de leur habitat. Pour les pays latino-américains, on peut dire qu'il y a eu exactement les mêmes effets que pour les pays de la Caraïbe. Pratiquement ces mêmes bagages-là, étant donné que Haïti n'a pas existé encore, qui était la perle des Antilles. Déblier dit non que Haïti à elle seule était responsable de 80% du commerce colonial. Je ne vais pas parler de commerce avec la France, non? Commerce colonial en général. Qu'il s'agisse des Français, des Britanniques, des Portugais, etc. Le commerce de Saint-Domingue représentait 80% de tout ce qui se faisait comme commerce. Mais l'effet le plus important pour les pays latino-américains, c'est le fait qu'un jeune militaire vénézuélien du nom de Simon Bolivar, après un échec dans sa lutte pour libérer son pays des griffes de l'Espagne, il s'est rendu en Haïti à la recherche d'aide. Monsieur vient en Haïti, Simon Bolivar, et il a été accueilli par Pétion, parce qu'à cette époque-là, le pays a été divisé en deux. Il y avait le royaume du Nord de Christophe, et puis la République du Sud de Pétion. Donc c'est Pétion qui était accueilli, monsieur, qui balle, zam, munitions, poudre à canon, et puis l'argent, et puis les bains, monsieur, tout,
ont machine à imprimer. Ok, donc ça veut dire imprimante mécanique existait depuis l'époque ça. Et puis, encore une fois, Bolivar avec Mouni retourné bataille, mais il n'a pas réussi. Au bout de environ un an après, il a dû retourner en Haïti, encore à la recherche d'aide. Une fois de plus, Pétion recevoir monsieur. Donc, face à non seulement les balles, armes, munitions, l'argent, il a même envoyé des hommes qui ont eu une certaine expérience avec la guerre de l'indépendance. Donc, les balles soldats haïtiens, et puis les balles des conseils de guérilla pour montrer comment pouvoir mener bataille. Monsieur passé quelques années en Haïti, Simon Bolivar, puis il est retourné en Amérique du Sud, il a combattu pendant un certain temps, et il a finalement gagné. Alors, seul bagaille, Pétion te dit, mon cher, tout côté passé, ou a libéré pays, c'est vrai, mais ou a libéré esclaves, ou a éliminé esclavage. Et c'est ça, monsieur, t'ai fait. Et puis, par gratitude, tout pays que monsieur t'a libéré, enfin, ce qu'on appelait la Grande Colombie à cette époque, ils deviennent scindés par la suite en des pays séparés, qui c'est Venezuela, Colombie, Bolivie, Équateur, Chili. Et puis, par gratitude, Venezuela et Colombie ont décidé de placer dans leur drapeau une petite armoirie aux couleurs nationales. Donc, si nous avons regardé drapeau officiel Colombie avec Venezuela, nous avons un petit coin en haut, bon, ma drapeau, un petit drapeau bleu et rouge qui symbolisait aide que Haïti te baillé pour prendre indépendance. Et puis, Bolivar a aussi demandé à certains pays d'ériger des statues en honneur de Pétion. Donc, c'est ainsi que dans une rue en Colombie et à Caracas, il y a des statues de Pétion que nous avons encore juste aujourd'hui. Effet sur les États-Unis d'Amérique. La libération de Saint-Domingue, la libération des esclaves de Saint-Domingue, a foutu la trouille aux propriétaires d'esclaves américains. A paniqué leur entendre ce qui passait en Haïti. Il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment de la déclaration de l'indépendance, les USA détenaient encore des esclaves. Il y avait une quantité d'esclaves qui travaillaient la caillou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement d'alors a isolé Haïti, a imposé un embargo commercial. C'est juste pour empêcher que l'idée de liberté propagée de Haïti pour arriver sur terre des États-Unis d'Amérique. Bon, en fait, oui, ça a été retardé, mais ça n'a pas empêché que très tôt, il y a un certain Gabriel qui était éclaté en révolte en Virginie, en révolte d'esclaves en Virginie. Bon, on a besoin de vous dire qu'il était écrasé rapidement. Et cela n'a pas empêché d'autres tentatives qui ont eu lieu dans les États du Sud. D'ailleurs, depuis 1795, après que la nouvelle de Saint-Domingue eut atteint la terre ferme des États-Unis, il y eut une tentative de révolte d'esclaves sur la rive orientale du Mississippi River et qui a été aussi très tôt étouffée. Bien bonne. Il y a été écrasé, tentative de révolte aux États-Unis. Un peu plus tard, vers 1801, les USA ont connu une vague de migrants, une vague de migration venant vers la Louisiane. Parce que la Louisiane, c'était une colonie française sous territoire qui vient par la suite, nous allons voir tout à l'heure, un territoire américain. Donc, en pile dans colon et en pile dans affranchi qui étaient décidé de quitter le pays d'Haïti à la proclamation de l'indépendance, ils ont été atterris à la Nouvelle-Orléans. Et aujourd'hui encore, on peut voir les empreintes
française et haïtienne à la Nouvelle-Orléans. Mais, par-dessus tout, le plus grand bénéfice que les États-Unis ont tiré à partir de cette révolution, c'est le fait que Napoléon, qui avait dépensé tellement d'argent et qui ne pouvait plus tenir, j'étais déficitaire, d'autant plus que des batailles en même temps avec l'Angleterre en Europe, je t'ai gagné du terrain en Europe, c'est ça que j'étais considéré comme plus gros armée. L'État battre l'Angleterre à Waterloo, enfin, depuis on défaite à Waterloo, mais quand même, il était gagné d'autres batailles, et puis il était envahi l'Espagne, le Portugal, l'Italie était pris par lui, il était même commencé à avancer sur la Russie soviétique, ok? C'est ça que je te dis, monsieur, c'est un gros armée, c'était l'armée la plus puissante du monde que nous-mêmes, Tinegnois, nous battent. Ok? Donc, Napoléon, qui tellement était déficitaire, après avoir dépensé tellement d'argent pour le maintien de la bataille, de la guerre en Haïti, qu'il était fini par perdu, ensuite il a perdu toute ça de gain comme économie sous ce domaine, monsieur devine pas kakembe encore, il vient obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Entendez, qui s'actait la Louisiane non? Et qui ça vient fait pour les États-Unis d'Amérique. La clé a été tellement magistrale que Napoléon Bonaparte, qui avait énormément investi dans cette guerre, a dû vendre la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour pouvoir récupérer des fonds et se refaire une santé financière. C'est-à-dire que la guerre que menait Napoléon contre Haïti a duré plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il a dû payer des soldats supplémentaires en renfort, envoyer de nombreux bateaux depuis la France, acheter une artillerie de plus en plus lourde, et tout ça a ruiné les caisses de son État. Donc pour se refaire une santé financière, Napoléon Bonaparte s'est vu obligé de renoncer à la Louisiane qui jusque-là était française. Pour bien vous faire comprendre à quel point Napoléon a eu la rage contre les Haïtiens, la Louisiane qu'il a vendue en 1803 n'est pas le simple État que l'on voit aujourd'hui. Il y avait une partie du Missouri, une partie de l'Arkansas, une partie du Mississippi, une partie de l'Iowa, une partie du Minnesota, des portions du Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska en entier, plusieurs parties du Nouveau-Mexique, une partie du Texas, une partie de l'Oklahoma, le Kansas en entier, des portions du Montana, du Wyoming, une partie du Colorado. Et c'était tellement immense qu'il y avait même des régions qui appartiennent aujourd'hui au Canada, comme le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta. En tout, ce sont plus de 2 millions de kilomètres carrés auxquels Napoléon Bonaparte a dû renoncer pour pouvoir renflouer les caisses de son empire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis doivent 22% de leur territoire, c'est-à-dire tout l'espace qui a été cédé par Napoléon, au peuple haïtien. Parce que, si les Haïtiens ne s'étaient pas rebellés, Napoléon n'aurait jamais eu à faire la guerre et n'aurait pas perdu autant d'argent, il n'aurait pas eu à vendre ses territoires. 2, si le peuple haïtien avait perdu cette rébellion, Napoléon aurait pu continuer à profiter de l'économie haïtienne et donc il n'aurait pas eu besoin de vendre la Louisiane. La clé a été tellement magistrale. Donc, après bâton que l'armée napoléonienne était prise en Haïti, Napoléon était fait déficit. Caisse était presque vide en France. Il était obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis. Et, tant que nous sommes entendus, c'était 22 millions de kilomètres carrés que les Américains viennent bénéficier sous étendue territoire à cause d'Haïti. Donc cela veut dire que nous-mêmes Haïtiens, nous avons contribué en grande partie à faire des États-Unis s'allier aujourd'hui. Ok? Nous gagnons portion par nous. Nous t'ai aidé non seulement à la bataille de Savannah, mais nous permettre que les États-Unis viennent tourner grande puissance que lié aujourd'hui là. Donc, nous plus gagnons par nous que Européens qui étaient sortis, qui t'a mal vivre la caillou, qui t'a souffrir la caillou, qui deviennent joindre les États-Unis. Ok? Alors maintenant,
nous prenons un professeur d'université, enfin Brown University, M. Anthony Borges, qui parlait nous de Saint-Domingue et qui ensuite vient poser en question dans 3 révolutions, révolution américaine, révolution française, révolution Saint-Domingue. Et il était même parlé de la révolution de 1648 qui a eu en Angleterre, côté il vient paraître avec enfin, la démocratie parlementaire. Qui est là d'ailleurs qui était plus important? Qui est dans 3 révolutions ça qui était bien important? Nous prenons le temps d'elle. Then you ask yourself, okay, if that is so, what is the most important revolution of this period? Is it the French Revolution that declares rights of citizenship, citizens and equal rights, but continues a colonial project, not just in the Caribbean, but also in parts of Africa? Is it the American Revolution of 1776 that continues, that does not get rid of slavery, but just talks about political independence? Is it the English Revolution of 1648, in which parliamentary democracy is established? Or is it the Haitian Revolution, the dual Haitian Revolution, in which what? In which the question of slavery, which was the dominant form of domination of people in the Atlantic world, is gotten rid of. Is that not the most important and radical revolution? Donc, il fait me jeudi entre révolution américaine en 1776, révolution anglaise, qui était venue avec le Parlement, la démocratie parlementaire, la révolution française, qui était parlait de liberté, mais qui était quand même esclavage, et puis la révolution haïtienne, qui lui-même libérait l'esclavage, libérer le monde entier de l'esclavage, de tout ça. Donc, on a besoin de vous dire que c'est la révolution haïtienne qui était la plus importante. D'ailleurs, la révolution de Saint-Domingue est la première et unique révolte d'esclaves qui a réussi dans l'histoire. On te dit ça déjà. Elle est anti-esclavagiste, anti-colonialiste, anti-raciste. Elle a été réalisée essentiellement par une masse de va-nu-pieds préalablement classés comme étant des êtres inférieurs, okay, par rapport aux Blancs, dans une pseudo-hiérarchie de la race humaine. Antonov, plus tard, il vient montrer que pas de aucune hiérarchie dans la race humaine. Ok? Elle est, cette révolution, la victoire d'une petite nation sur la plus grande puissance militaire de l'époque. Elle a porté au-devant de la scène mondiale, les revendications naturelles de tous les peuples opprimés. Elle a donné espoir à des masses subjuguées du monde entier. Elle réclamait la dignité pour tous les hommes, quelle que soit leur couleur. Elle menaçait la bourgeoisie. Elle a donné l'exemple de l'héroïsme et de la force imbattable, n'est-ce pas, qui peut émaner de l'union et de la détermination. Ok? Donc, lui montrer comment l'union fait la force. La liberté pour tous est proclamée lors de cette révolution, après cette révolution. Elle a suscité un vent de révolte dans d'autres pays de la Caraïbe et aussi en Amérique du Sud. Elle n'a pas seulement libéré les esclaves de Saint-Domingue, mais ceux de l'Amérique latine tout entière. Elle a ébranlé les fondations même de l'économie mondiale. Donc, nous avons fait de notre mieux pour présenter les conséquences de la révolution haïtienne, mais il ne fait aucun doute que les effets énoncés ne représentent que le tip of the iceberg, parce qu'il y a un pile d'autres bagailles que nous avons parlé de eux. Donc, j'exhorte, ok? Tout le monde qui a réfléchi sur question ça, les historiens, les professeurs d'histoire, les professeurs de philosophie, à se joindre à nous pour une sorte de Zoom présentation et débattre de effets universels de cette révolution haïtienne. Nous avons débattre sur les fondamentaux
de cette révolution, sur les facettes non explorées ou bien insuffisamment explorées, la portée universelle de cette révolution, les dimensions philosophiques de cette révolution. Enfin, à travers Dessalines, nous remercions nos pères fondateurs de nous avoir légué cet héritage. Nous fêtons la mort des Salines, mais nous pas fêter la vie des Salines. C'est les pas nous indépendance, mais nous disons merci à qui on nous bon. Merci tout auditeur et tout le monde qui t'a regardé vidéo YouTube là et nous souhaitons que nous étions en santé jusqu'à la présentation de la prochaine vidéo. Au revoir.